Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, mesdames, messieurs, chers amis. Je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle conférence Procléro via un écran, toujours à défaut de pouvoir nous revoir en chair et en os au Cercle Interallié. Je vous avoue ma nostalgie, tout en espérant vivement que cela sera à nouveau possible en juin prochain. Vous le savez, Procléro est une SICAV de partage au profit de la formation des séminaristes de la communauté Saint-Martin. Et ce partage se fait à travers deux mécanismes. Il y a un premier mécanisme où le partage se fait sur les frais de gestion. La société de gestion MESCA fait donc la moitié des frais de gestion qui sont de 1% par an. Ce partage se fait sur l'ensemble des actifs sous gestion, à la fois ceux de la part C, la part de capitalisation, et ceux de la part D, la part de distribution. Et le second mécanisme, le souscripteur qui a souscrit la part D de distribution fait don de 70% des revenus distribués, dividendes et coupons, à la communauté Saint-Martin. À travers ces deux mécanismes de partage, Procléro contribue à prendre en charge financièrement la formation de plus de 20 séminaristes par an, en sachant que la formation d'un séminariste coûte 16 000 € par an, tout compris. Donc, le partage au profit de la communauté Saint-Martin étant une des finalités de Procléro, il nous a semblé important de consacrer une fois, ce que nous n'avons jamais fait jusqu'ici, une webconférence et la consacrer à une présentation plus détaillée de la communauté Saint-Martin afin de vous faire découvrir un peu plus ce qu'elle est, ce qu'elle représente, ce qu'elle devient, ce qu'elle fait concrètement sur le terrain pastoral et dans quel esprit elle le fait. Et je suis heureux d'accueillir, très heureux d'accueillir pour cette présentation de la communauté Saint-Martin, celui qui la connaît le mieux et qui est le plus habilité à en parler, à savoir son modérateur général, c'est-à-dire son supérieur général, Don Paul Préau. Il est effectivement à la tête de la communauté Saint-Martin depuis 2010 et à ce titre, il a été l'acteur majeur de son développement. Avant de laisser la parole à Don Paul Préau, modérateur général de la communauté Saint-Martin, je vous rappelle, chers amis, que vous pouvez déposer vos questions sur le fil de conversation à droite de votre écran. Nous garderons quelques minutes à la fin pour y répondre. La communauté Saint-Martin, sa raison d'être, son développement et ses défis. Don Paul, à vous la parole. Merci, cher Pascal André, Madame, Messieurs, chers amis. Avant de prendre la parole pour la communauté, je voudrais vous remercier tous de votre soutien, de votre fidélité et remercier particulièrement le groupe MESCAR aussi pour ce qu'il nous permet de vivre avec vous. On va, sous vos yeux, vont défiler des slides que nous avons préparés de façon à faciliter cette présentation de la communauté Saint-Martin. Alors, voilà la communauté. Vous avez une photo plongeante sur Évron, qui se trouve en Mayenne, avec les jardins. Et au fond, vous avez, tout au fond à droite, un EHPAD et au fond à gauche, une maison spécialisée. Et puis, en premier plan, vous avez donc la maison de formation qui fut une ancienne abbaye. Alors, quelle est l'identité de la communauté Saint-Martin? Nous sommes des prêtres et des diacres vivant leur apostolat en communauté. Vous remarquerez, j'ai mis des diacres parce que nous avons aussi des diacres permanents. Le Concile Vatican II a ouvert la possibilité, le pape Paul VI l'a formalisé, d'avoir des diacres permanents et nous en avons 4 parmi tous les membres. À gauche, vous avez une photo de notre fondateur, l'abbé Jean-François Guérin, qui en 1976 a fondé cette petite communauté avec quelques jeunes frères qui sont parmi eux, il y a des aînés, en 1976, à l'appel du cardinal Siri, qui était alors l'archevêque de Gênes. Nous sommes profondément enracinés dans l'Église, mais aussi dans la mouvance, le rayonnement du Concile Vatican II. La deuxième photo vous présente l'arrivée en France en 1993. Nous sommes d'abord arrivés dans le diocèse de Blois, pour lequel nous avons beaucoup de reconnaissance, à Candé-sur-Beuvron, et c'était en même temps la fondation de notre maison de formation, c'est-à-dire un séminaire, si vous voulez. Jusqu'à maintenant, jusqu'avant, nous étions au séminaire avec le diocèse de Gênes. Et là, nous avons créé
de toutes pièces cette maison de formation qui fut érigée par le Saint-Siège. Et depuis 2014, cette maison de formation a déménagé à l'abbaye d'Évron. Nous avions pressenti qu'il pourrait y avoir plus de jeunes à se former et surtout que le nombre de membres, c'est-à-dire les prêtres et les diacres, serait plus conséquent et il fallait une maison plus grande pour cela. Donc nous sommes actuellement dans l'ouest de la France, dans le diocèse de Laval, en Mayenne. Notre identité, troisième slide, vous voyez, nous sommes une association, c'est dans le droit canonique, hein, une association publique, cléricale, de droit pontifical. Clérical signifie composé de prêtres et de diacres. Et donc la communauté est directement rattachée au Saint-Siège, au Vatican, à Rome. Et moi, donc, mon supérieur hiérarchique direct, c'est le cardinal Stella, c'est-à-dire le préfet d'un des services du pape qui s'appelle la Congrégation pour le clergé. L'identité, c'est d'être au service de toute l'Église et même du monde entier, comme nous le verrons ultérieurement. Et à droite, on vous a mis deux de nos frères, dont un des plus âgés, celui qui est à gauche. Je dirais que la finalité de la communauté est double. La première, c'est de former des prêtres. C'est une de nos finalités, ce n'est pas qu'un moyen, c'est former des prêtres, d'où la maison de formation, et aussi de mettre des prêtres à la disposition des évêques. Vous avez la slide suivante, une cartographie qui vous permet de vous rendre compte un peu du nombre que nous sommes aujourd'hui et des différents lieux d'implantation de la communauté. Sur la carte de France, les petits points bleus vous montrent à la fois les lieux où nous sommes implantés et les lieux de nouvelles implantations. Les nouvelles implantations ont un petit point jaune, je ne sais pas si vous le voyez sur l'écran. Alors tout en haut, le plus au nord, ce sera à Douai. Vous en avez un complètement à l'est, à Mulhouse. Et puis ensuite, il y en a deux qui sont presque sur la même latitude. L'un qui est à Pierre-Latte dans le diocèse de Valence et celui qui est plus à droite, c'est à Gap, donc dans le diocèse de Gap. Aujourd'hui, nous avons 153 prêtres et diacres. Nous sommes dans 30 diocèses. Hein, et on nous a confié, les évêques nous ont confié 4 sanctuaires et nous animons 3 internats, dont un à l'étranger, je vais y revenir, et une vingtaine de patronages qui ont été lancés par les frères de la communauté. Vous avez donc 39 communautés de 3 à 7 prêtres dans le monde entier, et les 2 chiffres en dessous, c'est les chiffres de la maison de formation. Nous sommes aujourd'hui 115 séminaristes avec 9 étrangers. Je souligne cette présence des étrangers parce que c'est assez récent, ça date de 2010, que nous avons des étrangers qui ont intégré la maison de formation. Et 26 propédeutiques. Les propédeutiques, c'est, vous savez, la première étape, c'est une étape un peu de discernement. C'est un discernement avant d'entrer au séminaire, donc c'est une année. Il y a un frère de la communauté qui est chargé du suivi des propédeutiques. Et à droite, vous avez les implantations internationales. Donc une qui est la plus ancienne, c'est à Cuba, donc en Amérique centrale, avec une paroisse du centre de Cuba. Donc, si vous voulez aller passer des jours heureux, enfin pas en ce moment parce qu'avec la pandémie on ne peut pas y aller, mais on a une communauté là-bas, en plein centre de l'île. Alors c'est pas très touristique où nous sommes, mais nous ne sommes pas très très loin des Caillots. Une implantation en Allemagne, donc le sanctuaire de Nevigues, dans le diocèse de Cologne, et nous avons une implantation à Rome, puisque nous avons un prêtre qui travaille au Saint-Siège, dans un dicaster, et nous avons aussi des frères étudiants. On vous a mis dans la slide suivante des quelques missions qui sont confiées à la communauté Saint-Martin. Donc d'abord, nous sommes un peu comme les fils de Saint-Martin, hein, c'est cet apôtre et ce missionnaire du IVe siècle, d'abord dans des secteurs ruraux. Vous voyez ici, par exemple, dans le Loir-et-Cher, à Célette, donc c'est un doyenné, avec une petite trentaine de villages, 3 paroisses nous sont confiées, et toujours, l'idée, c'est de créer une famille paroissiale. Nous sommes une communauté de prêtres, mais nous ne sommes pas fermés sur nous-mêmes, nous voulons que cet esprit communautaire puisse déteindre aussi dans la façon de vivre le ministère et de créer vraiment une famille dans laquelle tout le monde ait sa place. Avec aussi, bien sûr, une composante de jeunes, aumônerie, de collégiens et de lycéens.
À droite, vous avez une autre expérience plus récente. L'évêque d'Amiens nous a confié la cathédrale et aussi tout ce qui tourne autour de la cathédrale, ça veut dire le tourisme en particulier, puisque vous savez que ce lieu de la cathédrale d'Amiens, cette très belle cathédrale d'Amiens, qui fête ses 800 ans cette année, est un grand lieu de visite. Donc on doit apprendre à accueillir le tout venant et essayer de faire en sorte qu'ils rentrent comme touristes et qu'ils en sortent comme des pèlerins. C'est un lieu de première annonce de la foi, ouvert à tous. C'est très intéressant de voir combien il y a aussi un grand nombre d'étrangers qui visitent aujourd'hui nos cathédrales et comment ça peut être pour eux, qui ne connaissent pas même la foi chrétienne, un lieu de première rencontre avec l'Église et le Christ. À Sarcelles, dans le 95, dans le diocèse de Pontoise, l'évêque nous a confié un quartier très populaire, Sarcelles, donc je crois que ce n'est pas la peine de présenter Sarcelles, tout le monde connaît un petit peu, avec une population non seulement très religieuse et multiculturelle, je crois qu'il y a plus de 60 nationalités à Sarcelles, avec aussi des minorités très fortes et à des identités très fortes, tant du côté de l'islam que du côté de la religion juive. Et enfin, nous sommes à Cuba, comme je l'ai dit tout à l'heure, en terre de mission. Là, vous voyez, le secteur fait 100 000 habitants. Donc, c'est une façon de vivre le ministère très différent. Les Cubains sont très religieux, mais les prêtres sont très investis dans le développement humain et économique de la région, et aussi éducatif, même s'il faut reconnaître que ce n'est pas simple, parce que le gouvernement actuel, qui est toujours un peu une dictature, a et veut garder la main sur l'éducation. Ensuite, je voulais vous présenter ce que nous faisons au niveau de la pastorale des jeunes. C'est vrai que la moyenne d'âge des prêtres, c'est 40 ans dans la communauté, donc on a aujourd'hui une soixantaine de frères qui sont investis dans la pastorale des jeunes. C'est former humainement, chrétiennement, des hommes et des femmes, qui soient des hommes et des femmes debout, des chrétiens fiers de leur foi, et en même temps avec un souci de dialogue avec le monde d'aujourd'hui, avec les défis du monde d'aujourd'hui. Alors, dans la pastorale des jeunes, tout à fait à droite, on vous présente une communauté dédiée. Donc, l'évêque de Blois a souhaité que quelques frères soient entièrement dédiés à cette pastorale des jeunes, c'est-à-dire que c'est leur ministère. Il n'y en a pas d'autres, ils n'ont pas de paroisse. Ils sont donc investis totalement dans 11 établissements, dont 6 sont catholiques. Tout le reste, c'est du public. Donc c'est très intéressant, c'est un peu un laboratoire aussi pour nous, un lieu vraiment d'expérimentation de comment aujourd'hui rejoindre et parler du Christ à cette population très jeune, avec un foyer d'étudiants aussi et de jeunes pros. Nous avons développé des internats, on vous a mis les dates, Pont-le-Voix, qui est un peu le bateau amiral, c'est en 2005, Placetas en 2008, et à Laval en 2014. À Placetas, c'est intéressant, c'est vraiment à la demande de l'évêque, là, explicitement, parce qu'il y a un tel déficit dans la formation des jeunes que l'évêque nous disait, mais former pas seulement chrétiennement, pas seulement religieusement, mais aussi humainement nos jeunes, parce qu'ils sont souvent touchés par la désespérance. Et enfin, nous avons lancé, alors c'est pas nous, puisque ça existe depuis très longtemps dans l'Église, un peu d'ailleurs sous le patronage de Saint Jean Bosco, des patronages avec le slogan « Ici on joue et ici on prie ». Beaucoup de nos paroisses ont lancé des patronages parce que ces patronages deviennent le fer de lance d'une évangélisation paroissiale. Parce que grâce à ces patronages, on touche des familles qui ne sont pas forcément proches de l'Église, mais qui apprécient ce qui se fait d'un point de vue pédagogique, grandir dans un climat donc de bienveillance, mais aussi former les jeunes à une volonté, à une vraie liberté, à ouvrir leur esprit, mais ouvrir aussi tous leurs talents de jeunes pour qu'ils apprennent à vivre en petits groupes, en société. Donc, aide au devoir, apprendre à se détendre, à jouer, et avec un accueil extrascolaire et pendant les vacances qui est très apprécié, surtout de la part des parents qui travaillent. Et c'est aussi un peu une façon d'aider les familles. 2 projets qui vont voir le jour. Vous voyez, j'ai mis au cœur ouverture 2021.
Donc, ce sont des projets qui sont en ce moment en réflexion, enfin plus qu'en réflexion, ils sont en élaboration, plus. L'espace Saint-Julien, à gauche, vous voyez sur la photo ce grand espace qui se trouve en plein cœur de Laval, la ville de Laval en Mayenne. L'espace Saint-Julien, c'est unir les générations au cœur de la ville. Donc c'est un projet ambitieux, un espace intergénérationnel. Et en dessous, vous avez un certain nombre de logos qui vous présentent les différents pôles, 7 pôles aujourd'hui, qui vont coexister sur cette petite espace de Saint-Julien, qui est un ancien hospice de la Mayenne, hein, avec une maison de santé, un internat, une résidence senior, une colocation, un bar associatif et convivial. Donc beaucoup d'initiatives, et l'idée c'est que les gens puissent se retrouver, parler ensemble, un espace de convivialité, mais aussi un espace de formation humaine, intergénérationnelle, avec au cœur la chapelle que vous voyez la petite rotonde au milieu, c'est-à-dire la présence du Christ qui est là, qui rassemble l'humanité dans toutes ses composantes. Je passe à l'est de la France, à Mulhouse, donc ce sera une des fondations de septembre prochain. Monseigneur Ravel, l'archevêque de Strasbourg, a tenu à ce que la communauté puisse s'investir dans ce bâtiment 19, comme vous le voyez, en lien avec les EDC. Alors, dans la friche industrielle de Mulhouse, qui est gigantesque, l'idée, c'est des entrepreneurs ont voulu réhabiliter cette friche, abritant donc des entreprises, des nouvelles entreprises, et surtout accent ce redémarrage, cette refondation autour de la formation professionnelle. Donc établir une présence chrétienne à l'appui de la doctrine sociale de l'Église. Alors ça, évidemment, ça nous touche beaucoup, dont Pascal André, avec Procléro, mais aussi avec ProPersona, le développe, du point de vue, je dirais, de l'intelligence, de la réflexion, tout un petit groupe autour de lui. Aujourd'hui, que ce soit au sanctuaire de Montligeon, l'Orne, ou que ce soit à Mulhouse, on voudrait vraiment être au cœur de l'économie, hein, une économie qui soit bien sûr au service de la personne humaine. Donc c'est entrer en dialogue avec les élus, entrer en dialogue avec le monde de l'entreprise, entrer en dialogue avec les jeunes en formation. Ça, c'est vraiment passionnant, mais je vous avoue qu'on y va très timidement, on y va vraiment avec beaucoup de modestie, parce que c'est un peu nouveau, c'est vraiment une innovation pastorale, mais je suis très heureux de pouvoir vous en faire part. La formation des séminaristes. Je vous l'ai dit tout à l'heure au tout début de la présentation, former des séminaristes n'est pas qu'un moyen, mais c'est une finalité pour la communauté Saint-Martin. Notre fondateur, l'abbé Jean-François Guérin, avait comme pressenti qu'il y aurait besoin de former non seulement les jeunes, mais de former des formateurs, des futurs formateurs de prêtres. Vous avez sur une ligne en couleur les différentes étapes. Je vous ai parlé de l'année de la propédeutique, une année de préparation. Et ensuite, et c'est pour ça qu'on a mis un trait vertical, vous avez l'entrée vraiment dans la formation du séminaire, avec 2 ans de philosophie, 1 an de stage en paroisse, puis 3 ans de théologie. Et enfin, au orange, sur l'écran, apparaît 1 an pour les diacres en paroisse, et arrive à ce moment-là l'ordination presbytérale ou sacerdotale. Voilà. Et après ça commence, là c'est la formation qu'on pourrait appeler initiale, et commence ensuite la formation dite permanente. Dans le monde de l'entreprise, on dit la formation continue. C'est la même chose. 4 piliers de cette formation, une formation bien sûr spirituelle, pour ça qu'on vous a mis une photo de liturgie, ça vous permet de voir l'intérieur d'ailleurs d'Évron, si vous ne connaissez pas. Ça c'est notre chapelle, c'est pas la basilique, c'est la chapelle qui a été refaite, c'était l'ancienne chapelle des Sœurs. Et vous voyez, nous sommes en vis-à-vis, parce que nous chantons tous les jours l'office ensemble, pour l'Église et pour le monde entier. Par exemple, quand vous partez au travail, vous savez qu'il y a une petite communauté qui prie pour vous, parce que nous disons tous les jours l'office. D'ailleurs, en ce moment même, là, pendant que je vous parle, les frères sont à la chapelle et ils prient. Formation intellectuelle, ça va de soi, à la fois philosophique et théologique. Formation humaine, très important. Ça veut dire prendre le jeune là où il en est, avec toutes ses potentialités, mais aussi parfois ses blessures, ses doutes,
Et essayez avec tous les acteurs de la formation, vous les avez en bas, c'est-à-dire tous ceux qui sont les formateurs. Hein, vous avez un certain nombre de prêtres qui sont là dédiés totalement à la formation. D'ailleurs, dont Pascal André, qui est le responsable de Procléro, fait partie des formateurs. C'est très riche tout ça. La formation humaine. Hein. Et enfin, une formation dite pastorale, c'est une formation qui est ouverte à l'apostolat, à l'annonce de la foi, là où l'Église envoie les jeunes. Je mis dans la slide suivante, vous avez un petit exemple d'apostolat auprès des pauvres, des personnes malades. Là, c'est la banque alimentaire d'Évron, donc là où nous sommes. Nous avons récolté avec d'autres personnes, des personnes du coin, qui ne sont pas forcément chrétiennes d'ailleurs. Je crois que c'est important qu'on a vraiment le souci de s'inscrire dans le tissu social de notre ville ici d'Évron, de faire partie un peu, je dirais, du décor. Et l'idée, c'est de former les séminaristes à s'ouvrir à toute personne humaine. Souvent, nous venons d'un milieu social, nous venons d'un milieu ecclésial, savoir s'ouvrir un peu à toutes les dimensions. Et là, on a eu un petit article dans les Alpes-Mancelles qui était sympathique, avec un propédeutique d'ailleurs. Je crois que c'est un propédeutique de 24 ans, donc, qui a dit justement, c'est cette démarche. Là, c'était donc dans le cadre de la banque alimentaire. Cette démarche s'inscrit, correspond totalement à notre appel de vie, à notre projet de vie, venir en aide aux autres. C'est un acte de charité. À l'image de la communauté, parce que vous savez que nous portons ce très beau nom de Saint Martin, parce que Saint Martin a été un grand saint qui a marqué la Touraine, donc là où est né notre fondateur, mais aussi un grand saint qui a marqué l'évangélisation de la France, de la Gaule et de l'Europe. Parmi les prêtres, certains sont envoyés en études supérieures. Donc après cette formation initiale, certains peuvent continuer soit en licence, soit en doctorat. Alors, je vous ai mis quelques logos dans une dizaine d'instituts différents. Si la formation initiale est faite au sein de la communauté pour, je dirais, construire un socle commun, nous souhaitons vraiment que la formation supérieure soit faite en dehors de la communauté, alors que ce soit à l'Institut catholique de Paris, au centre Sèvres chez les Jésuites, et puis bien sûr dans beaucoup d'autres lieux en France et à l'étranger. Hein. On est en Italie, on est en Allemagne bien évidemment, et aussi on est proche de nous là à l'UCO, donc l'Institut catholique d'Angers. On vous a mis un certain nombre de matières, et non pas les personnes, mais les matières, ça vous permet de voir un peu les différents sujets, la théologie morale et spirituelle, alors la christologie, c'est-à-dire en fait l'étude du Christ et en particulier le mystère de la rédemption, la patrologie, on a un frère qui fait une thèse en ce moment sur Saint Léon le Grand, un autre fait une thèse en morale sociale, que vous connaissez peut-être, parce que vous l'avez peut-être vu, c'est Don Augustin Azaïs, la sainteté chez Maritain. Un autre fait sa thèse en ecclésiologie et sur les sacrements. Et enfin sur la philosophie politique et l'éthique. Voilà. Et puis en licence, donc c'est le grade en dessous, certains travaillent donc sur cela. Un des piliers de la communauté, c'est la vie communautaire. Évidemment, nous ne sommes pas des prêtres seuls, nous sommes des prêtres en vie communautaire, au service de la charité. J'ai davantage développé ce point, mais l'idée, c'est que nous puissions vivre à la lumière de l'Évangile. C'est à la charité que vous aurez les uns pour les autres, que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples, et que cette charité soit rayonnante, contagieuse, là où nous sommes envoyés. L'idée, c'est d'apprendre aux jeunes à se former à la vie commune, ce qui n'est pas rien. La mobilité, c'est une autre caractéristique de la communauté Saint-Martin. Tout prêtre, normalement, est disponible aux nominations, donc tout prêtre est à peu près mobile, mais dans le cadre de son diocèse. Nous sommes dans un cadre plus large, puisque nous sommes au service de l'Église universelle. Donc un prêtre pourrait faire dans sa vie de prêtre plusieurs diocèses, pourrait connaître plusieurs implications dans les diocèses. L'année prochaine, nous allons ouvrir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 4 diocèses. Nous allons ouvrir la communauté dans 4 diocèses. Donc évidemment, des frères vont être envoyés là-bas et vont connaître une autre réalité. La liturgie est un axe fort de notre communauté, c'est une des caractéristiques de l'Église. La liturgie est évangélisatrice. De par notre fondateur,
part aussi notre dimension liturgique. Nous avons notre historique, pardon. Nous avons une formation liturgique conforme, bien sûr, et fidèle aux enseignements du Concile Vatican II. Mais nous avons à cœur de piocher, de puiser dans ce trésor de la liturgie. Voilà, l'identité sacerdotale, eh bien, nous sommes ni clérical, nous voulons tomber ni dans le cléricalisme, ni dans le fonctionnarisme, mais nous voulons être pleinement prêtres ou diacres au service des réalités vers lesquelles nous sommes envoyés. On a mis une petite image ici. Vous voyez deux diacres et un prêtre. Celui qui est en premier lieu, c'est le responsable actuel de Pont-le-Voix, Don Montfort, qui est l'internat, un des internats de la communauté, avec des frères les mains dans le cambouis. Et puis on a mis une petite slide un peu humoristique à la fin, montrant un frère vraiment au service du lien social. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute, de cette présentation de la communauté Saint-Martin. Je me tiens à votre disposition là pendant les quelques minutes qui restent, si jamais il y a des questions, si vous voulez poser quelques questions sur la communauté Saint-Martin. Merci Don Paul Préau pour cette présentation de la communauté Saint-Martin. Et je lui pose, en votre nom, chers amis, quelques questions que vous avez la gentillesse de déposer sur le fil de conversation. Don Paul, quels sont les défis que vous voyez dans la formation des séminaristes à l'heure actuelle? Le principal défi, c'est une formation à la liberté. Aujourd'hui, aujourd'hui comme hier, nos libertés sont quand même très abîmées par tout un tas d'addictions. Donc vraiment former des jeunes à être capables de poser des choix qui engageront toute leur vie, et ce n'est pas rien aujourd'hui. C'est ce thème de l'engagement, dans une vraie liberté, mais pas une liberté simplement, vous savez, ce qu'on appelle la liberté, un peu je fais ce que je veux quand je veux, mais une vraie liberté de qualité, une liberté qui est à la lumière, qui est régénérée par celle du Christ pour nous. Le deuxième défi, c'est être capable de dialoguer avec le monde tel qu'il est. Le pape François nous y invite beaucoup, tout en restant nous-mêmes, être capable d'entrer dans un dialogue fécond, ouvert avec le monde d'aujourd'hui, avec tous les défis, le défi éthique, le défi écologique, et puis bien sûr le défi économique. Mais ça, non, Pascal André, je crois que tu en sais quelque chose. Oui, une autre question. Quel est votre regard, Don Paul, sur la crise des vocations aujourd'hui dans l'Église? Quelle est votre espérance? Mon espérance, c'est vrai que moi, je suis un peu dans... C'est un peu paradoxal parce que je vois cette crise, tant des vocations sacerdotales que des vocations religieuses, que même des vocations au sacrement de mariage. Donc on sent une crise de la vocation, et en même temps, c'est ça qui est paradoxal, je suis à un carrefour où je vois beaucoup de jeunes qui se posent la question de la vocation, et très étonnamment, des jeunes qui viennent de familles catholiques, bien sûr, mais aussi des jeunes qui viennent de milieux qui ne sont pas du tout porteurs, au moins a priori. On se rappelle d'un jeune qui n'était même pas baptisé, qui est venu frapper à la porte demandant comment on peut faire pour devenir prêtre, parce qu'il a rencontré un prêtre et ça l'a complètement... Don Paul, je crois que vous êtes figé. Nous ne vous entendons plus, en tout cas pas moi, donc je me permets de vous interrompre si les autres vous entendent. Merci en tout cas pour ces réponses. Il y a d'autres questions qui sont sur le fil de conversation. Il y en a beaucoup, donc je vous assure, chers amis qui avaient envoyé une question, qu'on vous répondra par écrit, par mail, très prochainement, peut-être pas d'ici Pâques, parce que la semaine va être chargée, mais ensuite, on vous répondra. Je termine cette conférence en remerciant Don Paul Préau de nous avoir donné d'appréhender l'utilité de Procléro au service de la communauté Saint-Martin et de la formation des séminaristes. J'en profite aussi pour remercier très chaleureusement, au nom de Don Paul Préau et des séminaristes, tous les souscripteurs qui permettent ainsi la vie et le développement de la communauté Saint-Martin. Si vous en êtes, mille merci. Et puis, si vous n'en êtes pas encore, bien, soyez les bienvenus. Je vous annonce encore la prochaine conférence Procléro qui aura lieu le mardi 1er juin 2021 à 8h30 en présentiel, je l'espère, au Cercle Interallié. Cette conférence
sera tenue par M. Bertrand Badré, que nous avons déjà reporté de fois en fois à cause du confinement. Bertrand Badré, qui est l'ancien directeur général de la Banque mondiale, ancien directeur financier du Crédit Agricole et aussi de la Société Générale. Bertrand Badré, aujourd'hui le fondateur et le directeur général du fonds d'investissement Blue Lake and Orange Sustainable Capital, fondé en 2017. Nous nous réjouissons de l'accueillir et de l'entendre. Merci encore à Don Paul Préau, merci aux équipes de Mescar, merci à tous d'avoir participé à cette conférence. Je vous souhaite à chacune et à chacun de très saintes et joyeuses fêtes de Pâques. Merci de votre attention et à bientôt.